Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Vous pouvez constater que je suis dans ma voiture. La voiture est allumée, il est 7h38 et nous sommes partis pour une aventure comme vous avez pu le constater grâce à la miniature et au titre pour Épinal. On va aux Imaginales aujourd'hui. Yes, je suis trop contente, ça fait déjà un an, purée. Waouh. Et aujourd'hui, je vais être rejointe dans mon aventure par Diane et quelques autres personnes. On verra si elles apparaissent dans cette vidéo. Je ne sais pas, ça va dépendre de si elles en ont envie ou pas. Je n'ai pas de programme cette année pour les Imaginales. En général, j'en ai un. Attendez, je vais me mettre comme ça parce que j'ai peur de cacher le micro. On verra. Désolée pour la qualité de cette vidéo. Ma caméra n'est pas... Je suis sur mon téléphone. Donc je disais, je n'ai pas de programme spécifique pour cette année pour les Imaginales. Mon objectif, c'est de faire le tour, m'amuser, découvrir, acheter des livres, évidemment. La seule personne que je veux absolument voir, c'est Cassandra O'Donnell parce que j'ai lu le tome 7 de Rebecca King il y a quelques jours, semaines, et je veux absolument savoir quand le tome 8 va paraître. Mais j'aimerais également voir Ariel Holzel pour lui prendre les 2 tomes de sa duologie Les Royaumes Immobiles, donc Les Royaumes Invisibles, Immobiles, parce que j'ai adoré le tome 1, et Alexiane de Lys parce que je viens de finir Tiziri que j'ai également adoré, et je crois que le tome 2 est déjà paru. Donc voilà en gros mes plans. Je vais essayer de vous emmener avec moi tout au long de cette journée, vous faire découvrir un petit peu l'ambiance, le concept, les gens, les auteurs, les livres. Et puis c'est parti. Donc je vous retrouverai un petit peu plus tard probablement pour la suite et peut-être fin même, je ne sais pas, de cette vidéo. Je viens d'arriver à Épinal, je suis garée sur le parking des Imaginales, il est 9h39. On est parti pour cette journée de folie, j'espère. Le parking simple et blindé, ça promet. Première étape, aller faire pipi, parce que j'ai très envie de faire pipi. Et je vais retrouver Diane et compagnie, je pense, devant le chapiteau, et puis je vous dis à tout à l'heure.
17h23 et on vient de finir notre big tour des Imaginales. J'ai raccompagné les filles à leur voiture et c'était bien cool, c'était une journée chargée, une après-midi super chaude, super lourde au niveau du chapiteau. Si jamais vous allez un jour aux Imaginales, prenez de quoi vous hydrater et de quoi vous aérer, vous rafraîchir. S'il fait beau, c'est une fournaise. Et les files d'attente peuvent être très longues. Je vous raconterai un petit peu plus en détail justement les files d'attente que j'ai faites, puisque j'en ai faites 2,5, quelque chose comme ça. Et je vous ferai aussi le récap des livres que j'ai achetés. J'ai un beau butin, je suis assez contente. J'ai réussi à voir toutes les personnes que je voulais à peu près, donc c'est plutôt cool. Je vous laisse pour l'instant, je rentre à la maison, j'ai 2 heures de route et je vous retrouverai peut-être pas tout à l'heure, je vous ferai peut-être le récap demain en fonction de mon état de fatigue à mon avis, mais pour vous c'est tout de suite. On est lundi, les Imaginales c'est fini, je suis bien rentrée à la maison, tout va bien, pas de problème sur la route, c'était incroyable, c'était génial, j'ai passé une super journée, on est parti à peu près vers 17h, je crois que je vous l'ai dit dans le clip précédent. J'ai pris tout mon dimanche pour me reposer, ne rien faire du tout, à part, j'allais dire lire, mais non, même pas lire, regarder des vidéos YouTube et jouer sur mon téléphone. Et il est maintenant temps de vous montrer mon petit butin. Je dis petit parce que je crois que c'est le plus petit butin de toutes les Imaginales que j'ai faites, et je crois que c'était la 4e édition où j'allais, 3e, 4e. J'aurais tendance à dire 4e. C'est parti, parce que je sais que vous attendez tous ça avec impatience, et moi aussi, j'ai trop hâte de vous montrer. Alors, premier roman, qui ne fait pas partie vraiment de ce butin, puisque c'est un roman que j'avais avec moi et que j'ai emmené pour faire dédicacer par l'autrice, c'est Rebecca Keane, le tome 7, Amber Wrath de Cassandra O'Donnell. Je l'ai lu au mois de mai, donc là, pour ce mois-ci, vous allez avoir mon avis la semaine prochaine. Non, vous avez eu mon avis la semaine dernière, puisque cette vidéo paraîtra la semaine suivant mon wrap-up. Donc vous avez eu mon avis sur cette lecture la semaine dernière, et voilà, vous savez que je l'ai adoré, qu'il me fallait absolument la suite. J'ai réussi donc à rencontrer Cassandra O'Donnell, qui m'a dédicacé le roman, et qui m'a annoncé que le tome 8 serait probablement écrit cet été, et qu'il serait disponible fin d'année 2024, mais que entre temps, début 2024, on devrait avoir le tome 2 de Leonora Keane, qui est la série spin-off de Rebecca Keane, qui est Leonora est la fille de Rebecca en fait. Donc dans cette série, on va suivre Rebecca Keane. Alors ça va être beaucoup de redites, hein, parce qu'il y en a 2 autres dont je vous ai parlé la semaine dernière. C'est pas grave. Donc dans cette série, on va suivre Rebecca Keane, qui est un peu le shérif de la ville dans laquelle elle exerce. Et c'est une sorcière, elle a des pouvoirs, et elle vit dans une communauté où il y a des vampires, des loups-garous, des ghouls, des chamans, etc. Et donc elle gère un petit peu les conflits entre tous ces clans, et surtout les crimes dont ces clans sont victimes. C'est une série bourrée d'humour, sexy, légèrement romantique, et j'ai adoré, en fait, tout simplement, le tome 7, donc je veux absolument le tome 8, et comme je vous l'ai dit, il va falloir être un petit peu patient. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Cassandra O'Donnell est une autrice extrêmement prolifique qui écrit beaucoup, donc, mais qui prend son temps pour rédiger de bonnes histoires, de belles histoires. Elle a une nouvelle série qui va paraître très très bientôt, là je crois au mois de juin, mais qui est plus pour les ados. Je verrai si je me penche dessus ou pas. Le fait que ce soit pour les ados c'est pas que ça me fait peur, mais j'ai peur de pas l'apprécier à sa juste valeur, même si c'est une série horrifique. Donc, peut-être, je verrai. En tout cas, voilà, j'ai réussi à rencontrer Cassandra O'Donnell, et elle est toujours aussi pétillante et dynamique, et c'est toujours un plaisir de discuter avec elle. Alors, je vous les ai pas mis spécialement dans l'ordre dans lequel on a vu les auteurs, parce que la première autrice qu'on a vue, donc moi je suis arrivée à peu près vers 10h moins 10 au salon, et ensuite j'ai attendu Diane, Marine, Marie et Ghost qu'elles arrivent en fait tout simplement, et elles sont arrivées vers 10h10, et vers 10h j'ai constaté qu'il y avait des gens qui commençaient à faire la queue, et ça m'a pas spécialement interpellée jusqu'à ce que l'une des personnes dans la queue sorte un livre de son sac, et que je constate que ce livre c'était La Passe Miroir.
de Christelle Dabos. C'était le tome 1 qu'elle a sorti de son sac. Mais Diane et moi, on a lu, je crois, tous les tomes en commun. Il me semble qu'on a fait une lecture commune sur chacun des tomes. Maintenant, j'ai un petit doute, peut-être pas sur le premier, mais peut-être que si quand même. En tout cas, on est allées toutes les deux à presque chaque... Enfin, toutes les dédicaces de Christelle Dabos qu'on a faites, on les a faites quasiment ensemble. Bon, c'est pas vrai, je vous raconte des mensonges. La première, on était ensemble, c'était à Livre Paris. La deuxième, j'y suis allée seule, c'était aux Imaginales. Et pour le tome 3, on n'y est pas allé. Donc on a toutes les deux le tome 3 dans notre pile à lire, mais il n'est pas dédicacé. Et moi, je ne l'ai pas emporté parce qu'il est dans les cartons au garage, en fait. Et il nous manquait le tome 4. Et donc, pour revenir à ce que je disais un petit peu plus tôt, cette personne faisait la queue pour Christelle Dabos. Je m'en suis rendu compte, donc je me suis avancée pour commencer à faire la queue également. Et j'ai bien fait, parce qu'il était 10h10 et que nous avons rencontré Christelle Dabos à midi moins 5. Et qu'elle prenait sa pause à midi en plus. Donc, c'était long, mais c'est une autrice qui aime échanger et raconter son histoire, échanger autour de son histoire, échanger avec ses lecteurs. Donc c'est toujours hyper appréciable. Et donc on a toutes les deux acheté le tome 4 de La Passe Miroir, La Tempête des Échos de Christelle Dabos, qui est donc dédicacé, forcément. Voilà, donc La Passe Miroir. Dans cette histoire, oh ça fait super longtemps que j'en ai pas parlé. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Ophélie. Alors, il y a des noms de personnages qui me restent, malgré tout. Vous savez que j'ai du mal à me souvenir des noms des personnages, mais là, pour le coup, Ophélie et Thorn, c'est des personnages qui me sont restés. Donc, on va faire la connaissance d'Ophélie, qui est une passe-miroir. Elle a la capacité de passer d'un miroir à l'autre pour se rendre dans différents endroits, et elle a également la capacité de détecter le passé des objets en les touchant. Donc, elle porte des gants systématiquement, parce que sinon, elle est tout le temps harcelée de vision. Et on est dans un univers où il y a plusieurs clans. Et pour une raison précise, Ophélie va être fiancée à Thorn, qui est un membre puissant d'un autre clan. Un clan très puissant lui-même. Et en gros, voilà, ça va être l'histoire de cette alliance, de cette relation, de ces sentiments naissants, avec tout un complot pour accéder au pouvoir, détruire les clans de l'intérieur. Enfin, c'était trop bien, c'était phénoménal. J'ai acheté le tome 4 parce que c'est une tétralogie, mais on va faire comme si le tome 4 n'existait pas. Parce que j'ai été extrêmement déçue par ce 4e tome et je n'ai pas apprécié les choix que l'autrice a fait pour son histoire. C'est son histoire, elle l'écrit comme elle l'entend, mais j'aurais préféré une autre fin. Et je sais que je ne suis pas la seule, c'est une opinion largement partagée parmi les fans de la série. Donc, en tout cas, il est là, il existe quand même s'il n'existe pas. Et il va rejoindre presque immédiatement mes cartons, du coup, puisque je l'ai déjà lu lui aussi. Autre livre que j'ai déjà lu et dont je vous ai parlé la semaine dernière, on va finir avec ces deux-là et puis ensuite on enchaînera sur la suite, c'est Tiziri, le choix d'Astar d'Alexiane Delis, finaliste du PLIB, que j'ai adoré, c'était trop bien. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Tiziri, qui est une des rares humaines à avoir survécu à l'invasion. En fait, c'est pas vraiment l'invasion qui les a poussés à se protéger, bien que si en fait. La Terre est mourante et une poignée d'anciens, une vingtaine de personnes, ont créé un dôme protecteur sous lequel vivent les humains qui ont survécu à l'invasion des... Je me souviens plus du nom des aliens, mais en gros il y a des aliens dans cette histoire. Et Tiziri est albinos, et donc elle est rejetée par sa communauté. Enfin, disons qu'elle n'est pas considérée comme un membre à part entière de la communauté, bien qu'elle fasse partie des peu nombreux trackers, chasseurs, qui ont l'autorisation de sortir du dôme pour aller chasser la nourriture, en fait, et ramener la nourriture à la communauté. Elle va un beau jour découvrir que tout ce que les anciens leur ont raconté jusqu'à présent
peut peut-être être remis en question. Je ne vous en dirai pas plus, mais c'était incroyable. J'ai vraiment adoré. Je vous invite à voir ma vidéo de la semaine dernière pour en savoir un peu plus sur ce que j'ai aimé particulièrement, mais c'était vraiment trop bien. Le tome 2, c'est une duologie, sortira en septembre normalement, donc j'ai hâte de l'avoir dans les mains parce que l'histoire se termine quand même avec une grosse question et un gros problème. Donc j'ai hâte de voir comment l'autrice va résoudre cette problématique. Mais c'était vraiment trop bien. Et le dernier titre que j'ai déjà lu du coup, et qui est aussi un finaliste du PLIB, c'est La princesse sans visage de tome 1 des Royaumes immobiles d'Ariel Holzel. J'ai aussi lu le tome 2, comme vous l'avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière. C'est une duologie finaliste du PLIB. Il me reste 2 finalistes jeunesse young adulte du PLIB à lire. Il me reste L'Empire des femmes et il me reste Sistra. Mais pour l'instant, sans avoir lu ces 2 titres-là, c'est pour Ariel Holzel que je vais voter. J'ai adoré cette histoire. On est sur une réécriture, réinterprétation, mélange du folklore et de l'univers créé par Shakespeare dans Le Songe d'une nuit d'automne. Je crois que c'est ça le titre de la... J'ai du mal avec la saison. Je ne sais jamais si c'est Le Songe d'une nuit d'automne ou Le Songe d'une nuit d'été. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'époque où Twilight, c'était un gros business il y a 15-20 ans, il y avait un blog qui s'appelait Le Songe d'une nuit de... voilà, l'autre. Et du coup, je confonds les deux. Mais je crois que c'est Le Songe d'une nuit d'automne. Ça me paraîtrait plus logique. La pièce de Shakespeare. Et donc, on retrouve tous les personnages un peu féeriques de cet univers dans cette histoire d'Ariel Holzel. Et j'ai adoré. C'était incroyable. Ariel est toujours aussi sympathique et drôle. On a discuté un peu du PLIB justement et du fait que le pauvre il gagne jamais rien, il est nominé pour plein de choses, mais malheureusement il y a toujours quelqu'un qui gagne le prix et ce n'est pas lui, sauf le PLIB. Du coup il a remporté quand même le PLIB la première année en 2018, donc vu que c'est potentiellement la dernière année du PLIB cette année, ce serait boucler la boucle si c'était de nouveau Ariel qui le remportait. En tout cas, voilà, c'était très chouette et je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque parce qu'en plus, il est très beau. Et du coup, on est parti avec les 5 titres qui restent, que j'ai achetés aux Imaginales et que je n'ai pas encore lus et qui intègrent donc ma pile à lire pour une lecture, je l'espère, prochaine. Entrevue choc avec un vampire de Morgane Cossarieux et Vincent Tassi. J'ai vu passer ce titre il y a plusieurs mois, je crois au moins 6 mois, peut-être même plus, peut-être même déjà 1 an. Parce que c'est Vincent Tassi, donc forcément je suis un petit peu son actualité. Et Morgane Cossarieux était le coup de cœur des Imaginales cette année, donc bravo à elle, c'est plutôt cool, c'est même très cool. Et on est sur, comme vous devez vous en douter, une parodie de Entretien avec un vampire d'Anne Rice. Parce que Entretien avec un vampire devait être adapté en série télé. Ça a été le cas, mais la série n'a jamais été diffusée en France. Malheureusement, donc, et alors impossible de la trouver sur le net. Impossible. J'ai cherché partout. Elle est introuvable. Donc je suis triste parce que c'est une histoire que j'aime énormément. Mais tant pis. Du coup, je vais quand même lire cette histoire qui n'a rien à voir avec la série qui était prévue à la base. La série qui était prévue, la série télé, c'était une adaptation fidèle, normalement, de l'œuvre d'Anne Rice. Là, on est vraiment sur une parodie complètement déjantée. Donc Vincent Tassi n'était pas présent aux Imaginales cette année malheureusement, mais Morgane était là et dans sa dédicace elle m'écrit que ce livre est bourré des bêtises de Vincent Tassi, donc j'ai très hâte de découvrir ce travail à 4 mains qu'ils ont fait. J'appréhende un petit peu parce que la dernière fois que j'ai lu un ouvrage qui était... Alors, c'était pas vraiment une parodie, c'était plus une ode à en mode exagéré. Là, on n'est pas sur une ode à exagéré, on est vraiment sur une parodie, donc un truc complètement... pas sans queue ni tête, mais il faut vraiment le prendre au 3e, 4e, 5e, 6e degré, à mon avis. Donc voilà, ça va être... j'espère que ça va être cool. Je ne doute pas que je vais l'apprécier, c'est Vincent Tassi de toute façon, donc forcément, ça devrait me plaire. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, je veux pas en savoir beaucoup plus. Je pense que c'est suffisant pour appréhender un petit peu le contenu de cet ouvrage.
Ensuite, alors je suis un petit peu triste parce que malheureusement c'est le tome 2 et le tome 1 n'était pas disponible sur le stand de la librairie, mais j'ai été extrêmement agréablement surprise, je n'étais que joie, quand j'ai découvert que Jean-Luc Marcastel avait écrit un roman pour adultes qui est une enquête policière. Et le synopsis me fait penser un peu à une enquête à la Da Vinci Code, avec le côté un peu historique, comment on dit, mince, j'ai le mot sur le bout de la langue, ésotérique, c'était ça que je cherchais. Alors ésotérique, je ne sais pas, mais en tout cas historique, oui. Ça s'appelle Le Roi de Cœur et c'est le tome 2 d'une série qui met en avant un enquêteur qui s'appelle Malo Sinclair. Voilà, c'est Le Roi de Cœur, une enquête de Malo Sinclair. Le premier tome, c'est Un pape pour l'Apocalypse, je crois. C'est chez Pygmalion et je n'en avais jamais entendu parler et pourtant le tome 1 est sorti en 2017, celui-ci date de 2021. Donc quand j'ai vu ça, je me suis précipitée dessus puisque malheureusement, à part Louis le Gallou que j'ai adoré et je vous en ai parlé aussi la semaine dernière, les autres titres de Jean-Luc Marcastel dont j'étais familière, que j'avais déjà vu passer, j'avais lu les résumés, etc., il n'y en avait aucun qui me tentait vraiment, soit parce que public trop jeune, soit parce que tout simplement les thématiques ou le genre me parlaient moins. Mais quand j'ai vu ça, du coup, je me suis dit, mais c'est trop bien. Alors, au début, je pensais que ce serait du polar historique, mais pas du tout, ça se passe en 2019, vraisemblablement. Alors, est-ce qu'on va avoir... Parce qu'il y a des timelines au niveau des entêtes de chapitres, en fait. On a à chaque fois le lieu, la date et l'heure. Donc est-ce qu'on va avoir des incursions dans le passé? Je ne sais pas. Ça va être une totale découverte. De toute façon, je ne vais pas le lire maintenant puisque je voudrais d'abord lire le tome 1, même si l'auteur m'a dit qu'on n'était pas obligé de les lire dans l'ordre. C'est des enquêtes, c'est des tomes compagnons un petit peu avec le même enquêteur. Mais vous savez que j'aime bien lire les histoires dans l'ordre quand elles font partie d'une série. Même si c'est une série de tomes compagnons, j'aime les lire dans l'ordre, ça me paraît logique, d'autant que si on a le même personnage principal, il va y avoir des éléments du tome 1 qui vont m'échapper dans celui-ci, ne serait-ce que la progression du personnage principal. Donc je vais le mettre de côté pour l'instant, je ne vais pas forcément le lire tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être juste vous lire le résumé, parce que du coup, comme je n'en sais pas plus moi-même, j'ai juste pas envie de vous spoiler et de me spoiler le tome 1, même si normalement il n'y a pas de raison, mais... Alors, le capitaine Malo Sinclair et son inséparable adjoint l'incontournable Albert exercent leur talent à Paris. Lorsque le cadavre d'une jeune femme est retrouvé dans la Seine, on leur confie l'enquête, car notre capitaine connaissait la victime. Ancienne camarade et amante, Marie appartenait à l'une des plus vieilles familles aristocratiques françaises. J'espère que c'est pas un personnage qu'on rencontre dans le tome 1, du coup. Dévasté par le drame, Malo est convaincu qu'il ne s'agit pas d'un suicide. En se lançant dans ses recherches, le duo infernal découvre que les monstres à l'origine de la mort de Marie n'en sont pas à leur coup d'essai et que toutes leurs proies gravitent au sein du même milieu. Pourtant, plus leurs investigations avancent, plus le mystère semble s'épaissir. Notre capitaine commence à soupçonner que cette affaire ne menace pas seulement quelques jeunes aristocrates, mais la République tout entière. Est-il encore temps de tout arrêter? Voilà, donc j'ai hâte. J'ai très hâte, mais comme dit, il va d'abord falloir que je me procure le tome 1 que j'ai mis dans ma wishlist du coup. Ah, et comme d'habitude, les dédicaces de Jean-Luc Marcastel sont absolument incroyables. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des gros auteurs qu'on connaît déjà et dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Et puis je finirai par une autrice toute neuve. Enfin, toute neuve, elle a déjà écrit pas mal de choses, mais je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Je reviens sur le PLIB. L'Empire des femmes, du coup, je vous en ai parlé il y a quelques minutes, de Cassandre Lambert, c'est le tome 1, Sapientia. C'est le premier tome d'une duologie, et comme je vous l'ai dit, il est finaliste du PLIB, et c'est un des deux qu'il me manque, qu'il me reste à lire, et c'est un des seuls que je n'avais pas en version numérique. Du coup, je l'ai acheté. Voilà. Et alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'adore les auteurs, ils ont du matos, laisse tomber quoi. Ils ont tous des petits tampons, des trucs, des bidules, c'est trop mignon. Du coup, pareil, je vais vous lire le résumé tout simplement. Alors, elles dominent, ils sont esclaves, la révolte est en marche. À Sapientia, les règles sont claires. Les femmes dirigent et les hommes servent. Le grand tournoi annuel de gladiateurs approche. Toutes les jeunes filles attendent l'événement avec impatience. Toutes, sauf Adonna, que l'enjeu terrifie. Il faut y choisir son favori.
Dans les geôles de l'arène, les hommes n'ont qu'une idée en tête, survivre à l'épreuve. Mais pour Hélios, survivre n'est que le début d'une mission bien plus ambitieuse. Pour chacun, un long combat commence. Oh, interesting. On est sur un twist un peu inversé, en fait. La plupart du temps, les histoires parlent d'une société dirigée par les hommes et où les femmes sont soumises et n'ont aucun droit. Là, on est carrément sur l'inverse. Donc, ça peut être très intéressant. Alors, il y a beaucoup de textes, mais j'ai l'impression que c'est écrit quand même assez gros. On va voir. Il y a une double perspective. Les chapitres sont très courts. Oh, ça c'est cool. Je pense que ça devrait se lire très vite. Et de toute façon, vous aurez mon avis sur ce titre très prochainement, puisque je dois l'avoir lu avant le mois de septembre pour pouvoir voter pour l'un des 5 finalistes du PLIB. Donc voilà, j'ai hâte. Et je suis très contente de l'avoir acheté. Et j'ai rencontré de nouveau Maëlle Desarts, je ne sais toujours pas, j'ai oublié de lui demander. Il n'y a pas d'accent sur le E, donc on va dire que c'est Maëlle Desarts. J'aime la façon dont ça sonne, mais si ça se trouve c'est Desarts. Je suis désolée, je m'excuse Maëlle. Donc, Maëlle Desarts, qui a écrit Esther Parmentier. Les tribulations, d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire. J'avais adoré le tome 1 que j'ai découvert dans le cadre du PLIB il y a 2 ans, je crois. 2 ou 3... Non, 2 ou 3 ans. Peut-être 3 ans. Je ne sais plus. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Esther Parmentier, qui est une sorcière, mais qui au début ne sait pas vraiment qu'elle est une sorcière, qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs. Et le premier tome se déroule à Strasbourg. Donc, c'est aussi ça qui m'avait interpellée, c'est bourré d'humour. Maëlle est quelqu'un de super drôle. Si vous en avez envie, si ça vous dit, suivez-la sur Instagram. Elle est incroyable. Et du coup, je lui ai acheté le tome 2 d'Esther Parmentier et L'école de minuit, qui est une autre de ces séries qui, je crois que c'est un one-shot pour l'instant, j'ai un doute, non, peut-être un tome 1, mais qui lui se déroule à Colmar du coup, mais ça n'a rien à voir avec Esther Parmentier, c'est une toute autre série. Je lui avais acheté donc ces deux livres-là à Colmar, donc en novembre. Et j'ai pas eu le temps de les lire malheureusement, mais je voulais absolument quand même aller la voir parce que je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'ai hâte de terminer Esther Parmentier puisque le tome 3 est le dernier, pour l'instant. Mais vraisemblablement c'est censé être le dernier. Et parce que je voulais aussi lui parler un petit peu de son nouveau projet qui va sortir en... je sais plus ce qu'elle m'a dit, en août, je crois, qui est une... alors, romance peut-être, mais c'est pas vraiment le pitch de base. Ce sera une histoire avec une fée des dents et un vampire. Une fée des dents qui veut devenir fée marraine et dont le projet princesse va être ce fameux vampire qui, je crois, a perdu ses canines. Je me souviens plus trop, mais voilà, ça a l'air absolument extravagant. Et j'ai très très hâte de découvrir ce nouveau projet. Je suis ravie d'avoir la conclusion de la série Esther Parmentier dans ma pile à lire. Ça va me permettre peut-être de terminer la série et d'enchaîner les tomes 2 et 3. Ça pourrait être une bonne idée. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. On a une multitude de personnages différents, de types de créatures différents. On a des personnages très 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 attachants dans Esther Parmentier. Je me souviens même avoir quasiment pleuré à un moment donné. Je pense que ce pourrait être une bonne idée de relire le tome 1 avant de finir la série. Et j'ai hâte, j'ai très très hâte parce que c'était vraiment incroyable. Donc voilà, petit bonbon de nouveau pour moi dans la pile à livres. Et du coup, le dernier roman que j'ai acheté, c'est La Villénologie, le tome 1 de Violaine de Carnage. Alors ça s'écrit Charnage, mais je le prononce Carnage. Je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé non plus, shame on me, si son nom de famille ou son pseudonyme, parce que je ne sais pas si c'est son vrai nom, se prononçait Charnage ou Carnage, mais vu le type d'ouvrage qu'elle écrit, Violaine de Carnage, ça tombe sous le sens en fait. Violaine écrit des réécritures de contes, de films, de séries, pop culture, mais trash. Trash, trash, trash. Cracra, sexy, limite porno. Et je suis tombée sur le tome 2 en librairie à Strasbourg. Et la couverture, que je vous mettrai par ici, est
flippante à mort. Du coup, j'ai eu un mouvement de recul au début quand j'ai vu cette couverture pour la première fois, et mon moi intérieur s'est dit attends, waouh, si cette couverture me fait un tel effet, il faut quand même que je me rapproche pour voir un petit peu de quoi ça parle, parce que la première impression, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. J'ai bien fait, enfin j'espère, parce que du coup j'ai découvert cette autrice et ses ouvrages. Elle a écrit 3 tomes de la villénologie, qui sont donc des réécritures, comme je vous l'ai dit, et elle a compilé les réécritures de contes dans un recueil, elle a compilé les réécritures un peu plus érotiques dans un autre, et on a donc 3 volumes pour l'instant de villénologie, avec des réécritures de X ou Y support de base. Donc j'ai très très hâte de le découvrir, même si je vous avoue que ça me fait un peu peur, parce que la dernière fois que j'ai lu une réécriture trash d'un conte, c'était Blanche-Neige, et ça s'est pas très bien passé. Mais c'était un roman. Là, ce sont des nouvelles, donc c'est un format très très court. Donc il y a 5 nouvelles dans cet ouvrage, et je vais juste vous lire vite fait, parce que c'est à chaque fois une ligne. Donc la première s'appelle 100% triangle amoureux, mais sans SANG. La partie fine et sanglante de 3 psychopathes. Youpi. Putride Saint-Valentin, vous êtes cordialement séquestré chez un érotomaniaque le 14 février. Mange pas ton gras à la bouche pleine, pouvoir bouffer, maigrir, se gaver. Minuit moins dentiste, les léprocons existent et ils bossent dans les dents. Et la dernière, c'est Blanche-Neige et les zombies. Poison, cendre et vengeance pour cette revisite de conte. J'aime pas les zombies. On verra comment ça se passe. L'autrice a l'air d'être aussi un personnage à part entière. J'ai beaucoup aimé. Le peu qu'on a échangé, c'était dynamique, et elle vend vraiment bien son travail. Elle sait ce qu'elle écrit, et elle en a pas peur, et elle ne devrait pas en avoir peur de toute façon. C'est son travail. Et j'ai hâte du coup de découvrir un petit peu ce que ça donne dans ces histoires qui, à mon avis, vont être hyper punchy. Je pense que c'est le type d'ouvrage que je vais garder pour peut-être un readathon, parce que ça se lit normalement très vite. C'est vraiment des... En plus, c'est écrit très aéré. Donc, voilà. Pour public averti, réservé à un public averti. Donc, interdit aux moins de 18 ans. Je préfère vous le dire tout de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous étiez présent aux Imaginales cette année, ce que vous y avez fait, qui vous avez rencontré, ce que vous avez acheté, et si vous n'étiez pas présent cette année, est-ce que vous êtes déjà allé aux Imaginales, ou est-ce que c'est un festival que vous aimeriez faire? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!